Bonsoir et bienvenue sur le podcast du Curateur du Futur. Aujourd'hui, je continue de résumer et de commenter le dernier livre de Frédéric Lordon, Figures du communisme. Dans le podcast précédent, on a parlé du capitalisme libéral, et aujourd'hui néolibéral, qui considère entre autres que les lois du marché sont naturelles, tout en ignorant les lois de la physique, bien réelles elles, qui existent dans la vraie nature, c'est-à-dire l'écosystème dans lequel nous vivons. Dans la deuxième partie du premier chapitre, il analyse et dénonce une deuxième prison intellectuelle, qui sévit dans les milieux journalistiques des organes de presse dits de référence, que sont Le Monde et France Culture par exemple. Commentaire du futur, épisode 4, Les scouts du capitalisme, la démocratie, c'est le débat. Dans ce que Lordon appelle les milieux bien élevés, on répète comme un mantra que la démocratie, c'est le débat. On aime bien se féliciter de sa capacité à débattre de manière calme et modérée, en retombant toujours dans le confort d'un en même temps très consensuel. Sans jamais trancher, donc, sans jamais assumer l'opposition et le conflit, ce milieu a la pathétique impuissance d'un EHPAD, dit-il. Un lieu où le changement ne peut tout simplement pas avoir lieu. Il donne l'exemple de 2008, quand, en pleine crise économique, politique et sociale, on pouvait croire qu'ils avaient enfin ouvert les yeux sur les limites de leur scoutisme intellectuel. Ils les ont ouverts, oui, mais aussi vite refermés, et on peut craindre que la crise du Covid n'ait pas plus d'effet au long terme sur leur pensée à la naphtaline. Quand on est dans cette situation confortable sur le plan social et psychologique, qu'on tranquillise sa conscience en se piquant de bienveillance et d'empathie, on ne peut vouloir changer les choses réellement. À la place, on se contente de dire vouloir réparer les choses, comme si la mondialisation ou la finance pouvaient être réparées. Comme si la souffrance sociale n'était pas due à des problèmes systémiques, mais juste à des bugs isolés qu'on pourrait détecter et corriger. Bref, dans ces milieux bien élevés, on se dit pour un monde nouveau, mais quand même sans trop faire de vagues. Résultat, on publie tribune après tribune, dans lesquelles on appelle à l'écologisation du monde, la démocratisation du monde, mais sans jamais entrer dans un véritable rapport de force. Ces auteurs et autrices de tribunes espèrent de tout leur cœur convaincre les récalcitrants qui sont aux commandes de bien vouloir se rendre à la raison et se comporter de manière plus vertueuse. C'est ce qu'il appelle de manière très sarcastique le scoutisme intellectuel. C'est bien gentil, plein de jolies valeurs dont on est fier, mais à force de vouloir être bienveillant sans assumer le conflit, ça ne peut pas déboucher sur grand-chose. L'exemple le plus flagrant de cette inconséquence pour Lordon, c'est l'appel répété à démocratiser l'entreprise. Nombre d'intellectuels et de journalistes ont remarqué, à juste titre, que les rapports entre patrons et salariés ne sont pas très égalitaires. Du coup, pour ces intellectuels et journalistes bien élevés, il faut demander que l'entreprise soit plus égalitaire. Et là, Frédéric Lordon déroule toute la faiblesse de ce programme. Comment peut-on imaginer que les patrons accepteraient d'investir leur argent si les salariés avaient la possibilité d'opposer un veto à leurs décisions ? Ces scouts propres sur eux oublient que s'il y a un problème de démocratie dans l'entreprise, c'est précisément parce que certains ont le capital, et donc le pouvoir, tandis que d'autres, les travailleurs, ne l'ont pas. On peut donc s'amuser à appeler tout le monde collaborateur, comme si on était tous au même niveau, mais si on part de l'idée fausse qu'il peut y avoir un rapport égalitaire entre patron et employé, on ne peut produire que de l'impuissance politique. C'est donc le moment pour Lordon de faire un petit rappel. Dans un mode de production capitaliste, le rapport de subordination entre ceux qui ont le capital et ceux qui ne l'ont pas est inévitable. Et pour s'en convaincre, il suffit de se poser une question assez simple en réalité. Pourquoi les capitalistes accepteraient-ils de renoncer au pouvoir que leur confère le capital ? Appeler l'entreprise capitaliste à se démocratiser, c'est, en somme, demander un cercle carré. A-t-on démocratisé la monarchie, par exemple ? Non.
On a aboli le pouvoir monarchique pour créer autre chose. Il n'y a pas de raison que pour le pouvoir capitaliste ce soit différent. Mais dire les choses de cette façon, c'est se priver de la position confortable du « en même temps ». Pour Lordon, la raison pour laquelle les adeptes du scoutisme intellectuel préfèrent rester dans ce confort, c'est qu'une fois qu'on a désigné la cause de ces problèmes, c'est-à-dire l'organisation capitaliste de la production, on devient obligé de s'opposer au pouvoir. Et on est obligé de considérer d'autres manières d'organisation de la société. Et donc, on doit parler de révolution. Mais pour ceux qui l'appellent les bien élevés, le conflit, c'est moche, la révolution, c'est sale, tandis que le débat, c'est joli. Dans ce cadre-là, tant qu'on continue à amputer sa pensée de la puissance, de la conséquence et de la clarté, pas de politique possible. Car la démocratie, ça n'est pas tant le débat que le dissensus et le conflit. Sans vraie politique, on en reste donc au niveau de la morale, et on reste dans un système de pensée qui n'admet pas d'alternative. Lordon rappelle d'ailleurs que pendant bien longtemps, beaucoup avaient oublié les mots capitalisme et salariat. Il n'y avait alors plus que l'économie de marché, dans laquelle on espérait que les salariés rejoignent le point de vue des dirigeants d'entreprise, en devenant symboliquement des actionnaires eux aussi. Au lieu d'obtenir des augmentations de salaire, ce qui impliquerait un partage des richesses et des divergences de choix stratégiques, les salariés se voyaient octroyer quelques actions, l'illusion pour certains qu'ils rejoignaient le camp des dirigeants, une entreprise sans opposition donc, sans camp aux intérêts divergents, sans politique, sans démocratie. Certains proposent aujourd'hui qu'on répare cette pratique illusoire en demandant que les salariés obtiennent 50% des voix au conseil d'administration. Comme si le capital allait accepter un système dans lequel il pourrait être mis en minorité. Et quand bien même ce serait miraculeusement mis en place, il suffirait au camp du capital de corrompre une voix et il imposerait ses décisions sans problème. Et puis, le risque, au long terme, serait que les salariés adoptent eux-mêmes un mode de pensée capitaliste et se mettent à défendre une logique qui les oppresse en réalité. Pour conclure cette partie, Frédéric Lordon mentionne une phrase présente dans l'une de ses tribunes qu'il dénonce. « Un jour, espérons-le, nous saurons quand le politiquement impossible sera devenu inévitable. » Comme si, en fermant les yeux et en faisant un vœu et en y mettant tout son cœur, on pouvait se réveiller une fois le monde changé, sans avoir eu à se poser la question du conflit et des moyens de changer le monde. Certains et certaines continuent aujourd'hui à vouloir se convaincre que si on s'y met tous ensemble, on peut changer le monde. Mais si l'histoire nous apprend une chose, c'est que le monde n'a jamais changé avec tout le monde qui décide d'un commun accord de changer de direction.